de le dire. Bon, c'est vrai que la chair, il y a une réaction là-dessus. Il prend toute l'air de la baie de Somme, il prend donc ça prend dans son goût, il va y avoir les relations de la baie de Somme, et l'eau et la nourriture, après la végétation qui... On est vraiment sur un terroir, et ce terroir-là, il apprenne quand même les chairs de cet escargot. C'est ce qui fait la différence selon les régions, même au niveau de l'escargot. Qu'est-ce qui vous a amené à faire l'élevage d'escargots? Oh, ça c'est une question de bien-être, quoi, parce que j'étais très stressé. Et c'est un animal qui, lui, c'est pareil, l'escargot, la première maladie c'est le stress et il meurt de ça. Et donc comme il essaye de vivre un maximum, et ben, il vit très calmement. Et moi j'ai réussi à vivre plus calmement grâce à ces escargots. Et c'est pour ça que je me suis dit, ben, c'est avec eux que je vais vivre, comme ça moi je serai moins stressé. Et c'est comme ça que j'ai fait cet élevage, par amour de leur vie, par amour de l'animal, quoi. Ça m'a réappris à vivre, quoi. Et ça à l'âge de 45 ans, hein. J'ai commencé à 45 ans l'élevage. La gastronomie, le manger, pour moi c'est quelque chose d'important dans la vie, quoi. Donc il faut faire comme il faut aussi, même à l'élevage. Et cette qualité, elle passe par quoi? Moi je dirais que c'est le soin qu'on leur donne. On considère l'escargot, on prend le respect de l'animal. Et quand on prend le respect de l'animal, comme tout l'élevage, quand on respecte les animaux qu'on élève, on a un résultat, et un bon résultat. Ils nous le redonnent dans l'assiette. Ça c'est... Producteur, là on est obligé d'avoir notre espèce. On ne peut pas mettre un seul escargot autre que celui qu'on élève dans notre laboratoire. Donc, allez chez les éleveurs, déjà, c'est sûr que vous êtes sûr d'avoir de la qualité. Ah mais ça c'est ce qu'on va... On va préparer pour notre fameuse recette. Voilà. Impeccable. Et oui, il ne va pas falloir attendre trop longtemps pour les ébouillanter, je dirais. Hein, on va mettre ça en place. Et ça va faire notre recette avec ça. Franchement, et ça on va le faire ensemble, on va falloir qu'on y travaille. Okay. J'ai bien ma petite idée, mais à deux, ça va être sympa. Et Gérald et Dominique, ça c'est les fameux escargots qui vont arriver dans la recette qu'on va élaborer pour les fêtes de fin d'année. Alors tu vois, ça va être sympa. Il n'y aura plus qu'à les mettre au courbouillon. Et là, en direction les cuisines, et on va travailler encore, mais à ma façon. Là, je suis venu, j'ai appris, donc là maintenant, on passe en cuisine. Bonjour Dominique. Bah, nous voilà arrivés dans les cuisines, hein, il va falloir œuvrer parce que c'est pas tout d'avoir été chercher les escargots du parc, du Marcanterre, les escargots du Marcanterre. On va faire une petite recette décalée avec les pommes de terre, le beurre, le l'ail, les escargots, donc une recette traditionnelle. On va arriver les marrons, une petite crème d'ail, le chou romanesco, donc des produits de chez nous. Et on va faire une petite recette sympathique en entrée, tous ensemble. On va démarrer une petite crème d'ail. C'est le même principe. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai épluché l'ail dégermé. Les produits sont là. On va donner un premier bouillon. On va les égoutter pour enlever l'amertume qu'il peut y avoir dans l'ail. Alors c'est pour que là il est parfait. Hein. Et après on met de la crème, on va le faire mijoter tout doucement, mixer pour récupérer juste la pulpe, et l'épaississement ça va être la pulpe et la matière grasse qui va le faire. Donc ça je vais le mettre à bouillir et c'est parti. Donc là elle a été cuit, les marrons sont cuits et par évaporation. Donc on s'est concentré. On a les saveurs, on a les concentrés de saveurs. Donc là, on écrase comme à l'ancienne. Hein, ça va aller tout seul. Après, moi, j'incorpore un tout petit peu de beurre. Et du beurre clarifié. Voilà. Ouais. Ça paraît beaucoup, c'est des petites cuillères. Hein. Voilà. Et tout de suite, la pâte, elle se fait. Hein. Tu vois? Allez, hop, merci. À surveiller. Hop. Alors, ça c'est toujours tiède.
propos ce sont plus bouillants, mais c'est déjà bien chaud. Voilà, on va faire Alors on est sur notre recette des chaussons de pommes de terre avec les escargots du Marcanterre. Là on a le beurre d'escargot qui est dedans, on a rajouté la petite crème d'ail qu'on a fait précédemment. Les escargots en fin de compte il est dedans et avec un beurre d'escar posé sur une purée de pommes de terre, petites antennes, on a le chou romanesco qui rappelle le sapin, la crème de marron parce que Noël sans marron bah, c'est pas Noël, et puis la crème d'ail. Et moi j'ai un souvenir des escargots chaque repas de fête de fin d'année, on avait les escargots donc c'est une recette qui me touche particulièrement. Alors Roland, la spécificité de ce territoire, il est bien particulier, c'est propre à la baie de Somme. Ah oui, c'est un terrain tout à fait différent de la plaine maritime. C'est la baie, la mer elle monte tous les jours. Il y a des jours elle recouvre les herbus, il y a des jours c'est rien que les petits ruisseaux, les courants d'eau qui se remplissent. C'est un territoire dangereux en plus, il faut faire attention avec la marée. Selon les vents où ils sont, la mer elle peut monter plus vite, elle peut monter plus haut. Et ça, ça nous d'être conscient de ça. Autrement, on voit le troupeau. Hein. C'est très important. Non, mais... Nous, la marée, c'est très important. Alors aujourd'hui, l'association compte combien d'éleveurs? Alors, 12 éleveurs. On est 12 éleveurs maintenant là. Ouais. Bon, parce qu'il y en a un nouveau, ouais, donc on est 12 éleveurs. Hein. On avait un qui est parti, un qui est... Voilà. Mais ça a toujours été stable. Hein. Ouais. Parce que même au niveau du nombre de brebis, ça n'a jamais augmenté. Comment dire, de toute façon, déjà, les éleveurs, quand ils s'en vont en baie avec leurs moutons, ils disent je m'en vais en mer, je m'en vais en baie. On sent vraiment qu'ils s'en vont dans leur domaine, dans leur milieu et ils veulent à tout prix les respecter. Quoi. Ah, ça marque un territoire, hein, ça marque aussi un homme. Hein, je veux dire, être là tout le temps sur le territoire. Ouais, on est sur une idée de développement durable aussi. Hein, François, présentez-nous l'agneau des Prés-Salés. Alors, l'agneau des Prés-Salés, bah, c'est un agneau qui vit sur les Prés-Salés. Alors, c'est sur l'estran, enfin une partie de l'estran. Donc, l'estran, c'est comment dire, le portion de littoral qui est recouvert périodiquement par les marées. Donc, nos agneaux, eh ben, je vais dire, c'est de l'huile essentielle de la baie de Somme, quoi, parce que c'est un animal qui est très long à pousser, parce que c'est une herbe qui est quand même pas très nourrissante, comparée à des herbes de pâture où il y a des trèfles et tout ça. Mais ça donne une qualité de viande. Comme l'animal est plus long à pousser, c'est un animal aussi qui est lié à son territoire, donc il se charge tout au long de sa vie de tous ces éléments, l'iode, tout ce qui fait les qualités d'un territoire. Quoi. Alors aujourd'hui on a aussi ce petit vent, on va dire la baie elle change, et ça nous donne aussi l'envie aussi de cuisiner, de trouver des recettes, sortir les plantes. Là on a de l'aubione autour de nous, donc la faire sécher, faire des petites croûtes, des choses comme ça sur un carré. Il y a tout plein d'idées, mais ces idées-là c'est aussi avec les gens, les acteurs du territoire, les chefs qu'on rencontre aussi parce qu'ils ont des idées, on est donneurs, on reçoit, et ça c'est comment dire, ça c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Ah bah oui, c'est que du bonheur, petit Henri. Alors, on va aller découvrir un charcutier, artisan charcutier boucher de la famille Droyer, Dominique, et lui travaille dans des Prés-Salés, c'est un passionné du territoire et on va aller lui rendre visite. Bonjour, bonjour. Hier, on est rentré à 9h30. Voilà, exactement. Mais bon, vu que le commercialise comment, les clients, ils sont demandeurs de quoi aujourd'hui Alors, dans l'agneau de Prés-Salés, la chose la plus vendue, c'est notre gigot, notre sel d'agneau et l'ensemble des côtes. Après ça, un peu plus de difficulté pour vendre épaules, collier et poitrine. Oui, mais je sais que le retravail. Voilà, mais on rebondit très bien parce que on a une activité parallèle et
on fait de la verrine aujourd'hui. Ah oui, tout à fait, donc on fait deux choses, on fait de la verrine et on fait de la terrine d'agneau. Alors quel conseil que donneriez-vous à un client qui veut découvrir l'agneau des Prés Salés? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Bon, dans un premier temps, c'est de goûter une petite côte d'agneau. Petite côte, facile à faire, c'est rapide. Donc il n'y a qu'à griller, soit barbecue, soit à la poêle. Ou après ça, un petit carré pour faire au four. Ça, c'est une des premiers. Mais après ça, dans le deuxième conseil culinaire, moi je demanderais à ce que soit cuisiné un morceau pour faire soit un ragoût, soit un navarin, avec de l'agneau de Prés-Salé. Non, vraiment, et là, on commence à avoir le persillé qui arrive, là. On le voit bien. Voilà. Et on est sur des couleurs. Et la fibre, comme Dominique dit, là, on arrive à. C'est ce côté persillé qui va arriver tout doucement. Voilà. Et là, on n'a pas de graisse, hein. Ça, c'est. Voilà. Jackie, il ne nous reste plus qu'à les cuisiner maintenant. Ah oui, tout à fait. Alors là, Henri, on va te préparer. Tu sais, c'est la poitrine d'agneau, c'est le morceau qu'on retrouve ici. Donc c'est ce morceau-là que j'ai désossé complètement. J'ai fait ma petite farce avec des plantes, mais à la limite une farce comme pour faire les chipots, des farces à la chair à saucisse, c'est très très bien. Tu lui mets ce que tu veux de ton jardin, qui va mettre un petit peu une tonalité de touche personnelle, je dirais. Et voilà. Alors ensuite, moi je l'ai roulé, je l'ai ficelé. Là, je viens de le déficeler. Je l'ai cuit bien en amont, je l'ai cuit dans mon fond. Et comme ça, c'est cuit à l'avance. Et on va la travailler à la poêle. Et on va travailler bonne terre d'Henri Poupard, les primeurs de la baie Somme. Et on va faire une petite recette facile à réaliser. Par contre, le céleri, on le sent. Alors moi, j'aime le céleri parce que j'aime bien. L'idée, c'est de dire, tiens, j'ai de la purée, je fais un petit peu de relief. Si on n'a pas des herbes de la baie, est-ce qu'on peut faire justement une petite crème à base d'herbes? On peut faire aussi une recette à base un fromage local, toujours bien assaisonné. Voilà. Et voilà, pour une recette de fête, avec la ballotine d'agneau farcie. Toujours des produits qui ne coûtent pas très cher en fin de compte, parce que la poitrine d'agneau, en général, on ne sait pas trop comment en faire. Une purée de pommes de terre avec des plantes de la baie. Et là, c'est notamment aujourd'hui, c'est avec le céleri. Ah ouais. Tu les bouges comme ça là? Oui, ça fait 1 an que c'était en préparation et je tenais absolument à pouvoir réunir les producteurs locaux afin de mettre en valeur justement cette corporation qui nous apporte une qualité justement dans les produits qu'ils vendent, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on demande de plus en plus, c'est d'avoir dans nos assiettes, d'avoir au moins quelque chose qui ait du goût réellement. Le circuit court est indispensable dans notre secteur parce que obligatoirement nous avons largement sur la côte picarde un grand nombre de producteurs qu'il faut le mettre en avant, et il va falloir après leur faire comprendre aussi qu'en se réunissant, c'est la meilleure occasion de les mettre eux-mêmes en valeur, parce que tant qu'ils resteront chacun dans leur petit coin, il n'y aura pas le développement réel, et c'est à eux aussi de provoquer ce développement. Très sensible, parce que moi je vois depuis 5 semaines, j'entends, étant sur la station régulièrement tous les jours, j'entends les gens qui en fin de compte font la réflexion, au moins c'est ce qu'on attendait de cette initiative, et que ça passe aussi par l'office de tourisme où les gens viennent poser des questions par rapport à ce petit marché, et je pense que c'est important justement de pouvoir
apporter d'abord aux gens de la commune, mais faire voir aussi aux estivants que les produits locaux ont de l'importance, aussi bien en vacances que chez soi après. Nous avons la chance d'avoir un terroir avec un terrain très très sableux, la possibilité de planter des pommes de terre très tôt et en association avec la Chambre d'agriculture et un conditionneur local, nous avons réfléchi et élaboré un protocole de production pour essayer de produire une pomme de terre nous sommes près de la baie de Somme, de la baie de Somme et tôt en saison comme on le faisait déjà auparavant, mais encore un petit peu plus tôt. Alors c'est une pomme de terre donc primeur qui est peleuse et qui bien, va avoir un goût je dirais de petites pommes de terre à déguster à la vapeur avec très peu de cuisson en mangeant la peau et avec une qualité gustative un peu plus marquée qu'une pomme de terre de conservation. Et je pense, ça ne s'étudie pas scientifiquement, mais que notre terre, elle transmet un goût et elle est responsable d'une partie du goût de la pomme de terre. C'est une pomme de terre qu'on va trouver pendant 3 semaines à un mois, donc une quantité limitée par rapport aux besoins de notre région et on n'ira pas au-delà des besoins de notre petite région parce que c'est pas l'objectif de produire pour faire du volume. Un produit de qualité comme ça, il faut que ça soit cuit au naturel, il faut retrouver le goût du produit dans les assiettes. Moi personnellement, je suis soit à la vapeur, parce qu'on a des fours sophistiqués aujourd'hui, soit à l'eau, soit à l'anglaise. Après on les retravaille. Il faut toujours les ébouillanter une première fois, il faut toujours les travailler une première cuisson très courte. Et ensuite après tu les travailles comme tu veux, tu peux les émasser, les faire en cubes, démarrer avec un poêlage. Tu peux donner des bonnes serres de la plante, des plantes de la baie, il y a toute une diversité. Mais la pomme de terre, il faut qu'elle redonne son goût de vraie pomme de terre. C'est le produit avant tout dans l'assiette. C'est le goût en direct. C'est le goût en direct, exactement. Plusieurs raisons. Le bois, c'est un matériau durable. Le rappel à la baie de Somme et le monde de la terre et le monde de la mer, nous sommes très très proches. Et c'est un excellent moyen de conservation avec la possibilité d'avoir un tout petit peu d'humidité de la terre et de conserver et un moyen pour refermer l'enveloppe avec des bourriches comme à l'ancienne, les bourriches à coquille Saint-Jacques qui se referment avec des crochets, donc manuels. Donc là on désherbe avec le couteau à désherber en fait, pour les racines longues. Il faut couper au moins 10 cm pour pas que la plante elle repousse. Comme ça. Le désherbage c'est toute l'année, mais suivant les périodes on n'utilise pas les mêmes instruments. Comme là, quand il n'y a plus du tout de feuilles, en fait, on peut utiliser là, les couteaux à désherber, les rasettes, les râteaux. Que quand il y a encore des feuilles, on n'utilise que les râteaux. Pour pas couper les feuilles, les fleurs quand elles commencent à sortir de terre. Vous l'aurez aisément compris, cultiver des Crocus sativus n'est pas de tout repos. La production est rythmée par les saisons et dans ce type de culture, la mécanisation n'a pas vraiment sa place.
Là, on fait un sillon de 15-20 cm avec une houe, que j'ai déjà fait juste avant. Et après, on étale bien la terre, que ce soit bien 20-25 cm, même si on peut. On étale bien la terre et après, on plante un bulbe tous les 10-15 cm à peu près. Donc là, on plante un bulbe à chaque petit trait. Hop là. Donc là, voilà, la tête vers le haut, parce que sinon la fleur ne peut pas sortir. Si le désherbage et le repiquage sont malgré tout deux étapes importantes dans la culture du safran, la cueillette, quant à elle, reste certainement un moment privilégié. Une communion entre la cueilleuse et la fleur, même si cette dernière dicte sa loi. Floraison, le moment où on a le plus de fleurs. Et après, ça redescend tous les jours pendant 15-20 jours aussi. Donc c'est toujours à peu près ça, on sait que c'est toujours à peu près comme ça. On ne sait pas sur combien de temps ça peut durer. L'an dernier, on a eu sur 1 mois pratiquement. Donc c'est très aléatoire au niveau de la cueillette. On a toujours une idée, mais on ne sait pas combien on va cueillir de fleurs. Mais l'an dernier, on a eu jusqu'à 20 000 fleurs par jour. C'est pareil, ce n'était pas prévu. L'année d'avant, on avait eu 3 500 fleurs en pic de floraison. Donc on s'était dit qu'on allait en avoir 7 000 l'an dernier. Et on en a eu 20 000 sur une journée. Donc c'est énorme. C'est la nature qui décide, on ne sait jamais ce qu'on va. Donc c'est une belle saison. Ouais, c'est bien, c'est bien. Que du bonheur, c'est ce que je dis tout le temps. Donc vous ne trouverez jamais de safran dans la nature, c'est vraiment grâce à la main de l'homme en fait. Oui, alors justement, j'allais vous poser la question, quelle est la particularité du safran? Pourquoi c'est une plante, enfin une fleur appréciée? Elle a les mêmes propriétés que le Prozac sans les effets secondaires. Hein. Ça apaise au niveau du sommeil aussi, ça calme, ça met de bonne humeur. On dit que c'est aphrodisiaque, donc ça c'est intéressant aussi. Mais oui, ouais, c'est surtout puis le goût aussi, mais médicinal, ouais, ça calme aussi. Et les chercheurs, je l'adore. Ouais. Merci. On fait l'échange. Hein. Vous en avez cueilli combien là? 108. Oh bah dites compter, j'ai compté. Hein. Combien vous avez? 108. 108 dans la 8. 108. C'est important de compter? Oui, parce qu'après on sait dire combien on a de fleurs, de pistils de fleurs au gramme. En début de récolte, on a plus des grosses fleurs, des grandes fleurs, donc on aura des grands pistils. On est plus sur 130, 120, 130 pistils au gramme. Et en fin de récolte, on a des plus petites fleurs. Donc on est là en ce moment, on est plus à 150, 160, même 170 pistils au gramme. Donc après, on fait la moyenne pour savoir justement combien il faut en utiliser pour la cuisine par la suite. Après la cueillette vient le temps de l'émondage, une opération qui intervient le jour même, juste après le ramassage des fleurs, et s'exécute là aussi à la main. Alors, à quoi consiste cette étape? Donc là, en fait, on ouvre la fleur à côté du bol pour pas qu'il y ait d'impuretés qui tombent dans le bol aussi. Et on coupe ici entre le jaune et le rouge, à ce niveau-là à peu près. Quand on peut, si possible, on essaye de garder le pistil en entier. Donc c'est un de nos buts aussi par la suite, pour qu'on ait des plus grandes fleurs avec le plus de rouge possible. Après, c'est le séchage aussi le plus important. Il ne faut pas le faire trop sécher non plus. Parce que si on le fait trop sécher, le safran va se casser aussi. Le pistil perd 80% de son poids au séchage. Un pistil sec, ça pèse 0,01 g. On a une valence au centième de gramme homologuée. Donc on fait sécher 10 grammes par 10 grammes. 10 grammes de pistil frais, ça donne 2 grammes de safran sec aussi. Et on pèse 10 grammes et on fait chauffer, on fait chauffer au four pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes, ça dépend de s'il y a eu de l'humidité sur les fleurs, s'il y a plu, micrométrie de la pièce, ça dépend. C'est le toucher, après on sait si c'est sec. Celle que nous surnommons affectueusement la petite fée crocus ne compte pas ses heures de travail qui n'altèrent en rien sa passion pour cette fleur. Depuis 2009, date à laquelle où elle s'est lancée dans l'aventure de l'or rouge, Anne Poupart est devenue au fil des ans une safranière renommée et respectée, notamment par les professionnels de la gastronomie. Pour preuve, son intronisation au sein des disciples d'Escoffier. On fait une boule à peu près grande comme ça. Allez, je vais vous faire la première.
Bon, nous voulons arriver chez Michael Torel, on est à Vironchaux, le maraîchage de Vironchaux, et on est dans la Somme. Voilà, ça change de mes cuisines, donc voilà, on va aller voir le travail des gens passionnés. On parle aujourd'hui d'endives de pleine terre. Vous allez voir, on est dans les traditions avec un tout petit peu de modernisme, mais quand même dans les traditions. Voilà, c'est que du bonheur et c'est pour vous. Et en plus, on a les pieds dans la terre. Ah bah écoute, oui, c'est formidable. C'est parti. Allez, Michael, on y va. On est parti. On va la casser dans 2 jours. Donc quand tu dis casser, Casser. comment tu vas manœuvrer comment alors du coup? Tu vas les dépiquer? Enfin même pas, bon là faut que je mette en route. Ouais. Donc on prend l'endive, toujours la même main pour que la main soit propre. On met son pouce ici au collet et on casse. Voilà. Ça c'est bon, on est prêt, hein, il n'y a plus que... Allez voir madame. Oui, et puis après, bah, on va donner un coup à la cuisine hein, pour faire la recette. Ok. Donc moi je suis parti sur une recette, on va travailler vos endives, parce que là sont magnifiques. Hein. Et puis une recette rapide à faire à la maison, simple, qu'on pourra après agrémenter comme on le veut. Donc là on fait un blanc de volaille fermière, qu'on va rouler dans du papier film, on va le préparer tout à l'heure. On va le cuire simplement à une eau à peine frémissante, quelques minutes, 10, 12, 15 minutes, ça dépend du diamètre, mais ça va très très vite. Et il faut que ça soit à 60 degrés à cœur. Une petite ballotine, on tourne un peu, c'est pas plus compliqué, on fait un nœud comme un bonbon. Moi Béatrice, tu vas pouvoir faire ça à la maison. Hein. Je le mets dans une eau chaude et ça va cuire tout doucement. Tu vois, je suis à la 3e là et c'est magnifique comme ça. On va faire la sauce, on va démarrer la sauce. Alors la sauce c'est pas très compliqué non plus, c'est que des recettes simples mais bonnes, c'est que des bons produits, donc on peut que s'amuser quoi. Le rollo, alors nous on a l'odeur. Hein, on sent même, hein. Et tu vois, pour 2 personnes, il faut être généreux. On n'est pas à 100 grammes. Là, et il n'y a plus qu'à mettre en température. J'ai prévu du roux. Le roux, c'est le liant. Parce que bon, faire réduire c'est bien, mais ça va être riche en matière grasse. Donc à un moment donné, je vais le lier. Donc le roux, c'est du temps pour temps. C'est beurre et farine. Ah d'accord. Donc on fait chauffer. À un moment donné, ça va mousser, ça va fleurir. Là, on a fait éclater la fécule, donc c'est pas la farine, elle va éclater. Donc on obtient un roux blanc. Le roux blanc, il va me servir à faire mes sauces blanches. On commence à le faire colorer, on fait un roux brun et on fait des sauces brunes, et ainsi de suite. Hein, plus on va dans le foncé, plus on fait des sauces brunes. Donc ça va me servir de liant. Ça monte en température, ça va fondre. Donc là on l'entend bien, hein. Ouais. C'est rigolo, hein. Alors, salé, poivré, toujours cette branche de thym. Ouais, ouais, on en a, c'est de chez nous, faut en abuser. Voilà. Bon, oui, c'est bien. Franchement, là, regarde ça le couleur. Et puis après, tu vois, je rassure aussi là. Je sais pas si. Hein. Donc là, c'est bon, c'est parti. Je mélange maintenant. Ouais, là, je le sens la caramélisation. Hein. Oui. Voilà, regarde, on est colore. Hein. Donc, on va laisser faire ça. Si on peut encore attendre. Et je suis sûr que c'est croquant. Comme j'ai pas l'habitude de dire, c'est que du bonheur. Que du bonheur. C'est que du bonheur. Bon, hein?
Ouais. Ça c'est le mélange en fait. Donc en fait c'est les céréales qu'on produit sur la ferme qu'on a aplati, on a passé dans le moulin. Donc on a un mélange d'orge et de blé. En fait on retrouve les grains de blé, les grains d'orge qui sont broyés. Et puis on retrouve la pulpe de graines de lin en fait là ici. Tu vois. Ouais, j'allais dire, il n'y a pas beaucoup, c'est tes fameux biscuits que tu casses. Voilà, exactement. Donc ça c'est on va dire le modèle pour les vaches quoi, en grands morceaux. Ouais. Alors, du coup, les bêtes elles sont bien alimentées et heureusement pour nous on le retrouve sur la qualité gustative. Et voilà, derrière on a un produit de qualité. Et puis une bonne santé comme on dit. Et oui, ouais, le bien-être animal, c'est aussi le respect du bien-être animal. Parce que les oméga 3 avant nous c'est les vaches qui consomment. Bien sûr. Et ça on le voit, on le retrouve sur le. Aujourd'hui les gens ils comprennent ça, hein, les oméga 3. Bah ouais. Et puis en fait ça joue surtout sur le persillage de la viande parce que ces acides gras insaturés permettent d'avoir une viande persillée. Voilà. Et nous derrière, avec le boucher qui traite les carcasses, qui découpe les carcasses en fait, on s'organise pour conserver les carcasses un peu plus longtemps au frigo. Ah oui, et ça permet de faire un peu de maturation. Mûrir la viande un peu plus longtemps. On fait mûrir la viande sur carcasse quoi. En fait, le fait d'avoir une en bordure, on a des parties. Je dirais dans la vie, en moins. Bon, on est chez toi là, on est à la ferme du Petit Bachan. Voilà. On a cueilli les légumes chez papa et maman, je dirais. Voilà. Ah, c'est de beaux produits. Et puis on avait travaillé le paleron de bœuf d'Aubrac. Grâce à la viande qui était dans le cœur de chez toi, c'est un bon produit. Et bon, il est parti. Hein, c'est parti. Voilà, on va faire ça bien, c'est sympa. Un belle journée comme ça. Ah, c'est bon, ouais. Bon, on est avec Alexandre. Nous sommes sur la ferme des Bachan avec Alexandre. La ferme du Petit Bachan. La ferme de Petit Bachan et Alexandre Loy. On est sur son terrain de jeu, on est au cœur du territoire en vérité. Hein. En plein cœur du Marcanterre sur la commune de Quin. Et tu sais quoi, nous on va travailler le morceau de paleron que je t'ai pris il n'y a pas longtemps, le paleron d'Aubrac. Oui. Alors je l'ai cuit bien avant, parce que je l'ai cuit au bouillon. On expliquera cette recette. Et après je laisse refroidir et j'en coupe des tranches assez épaisses comme des steaks, qu'on va faire à la plancha, parce qu'aujourd'hui c'est la formule plancha. D'accord. Bon regarde, toi moi je l'ai cuit au bouillon. Alors l'histoire du bouillon, c'est comme une poule, c'est comme de la langue. Et je cuis ça à l'eau, et je mets une garniture aromatique. Et je cuis ça. Alors là, je l'ai cuit longuement, parce que c'est ma façon de travailler. Donc il y a presque 3h30 de cuisson sur un paleron comme ça, tranquille. Ah, moi le bouillon, après, je m'en sers. On sert pour faire mes sauces, on sert pour faire mes fonds, pour déglacer aussi une viande autre que le paleron. L'histoire, c'est de le refroidir. Et quand c'est refroidi comme ça, tu vas voir, c'est sympa parce que là, c'est bien ferme, on va le couper. Mais comme c'est très très cuit, quand on va le snacker, on va avoir la caramélisation en surface, mais on aura le moelleux à l'intérieur, puisqu'on a encore le bouillon hein, qui est dedans. Donc tu vois, regarde déjà, même en coupant, on voit que ça veut se démonter. Hein. Et tu cuis l'idée, c'est de couper des gros morceaux comme ça, tu vois. Un morceau par personne, c'est très bien. Et tu vois, moi, je ne l'ai pas nettoyé, je l'ai laissé là. Ouais. Parce que ça l'enrobe, ça fait du bien au fond. Alors nous, on va snacker, système plancha. On va essayer de lui donner une coloration parce que c'est sympa ça, mais il faut pleine puissance. Donc on va essayer de lui donner une coloration. Mettre un peu d'huile d'olive. Simplement pour donner ce petit goût. Voilà. C'est déjà bien sympa. Ça sent bon. Normalement, ça ne devrait pas coller. Moi, je déplace l'huile un petit peu. Tu peux saler un tout. Alors moi, c'est salé déjà, mais on va mettre un tout petit peu. Tu veux que j'en remette un petit peu ? Oui, s'il te plaît, oui. Voilà, les oignons, je les ai. À un moment donné, les légumes, j'en ai cuit un tout petit peu, mais avec le bouillon. Pour avancer un petit peu la cuisson. D'accord. On va arriver, rebelote, huile d'olive. Alors par contre là, c'est toi qui vas les placer. Tranquillement, voilà, tu les places l'un derrière l'autre.
C'est toujours joli à regarder en même temps. Hein. Ouais, c'est joli, on peut aller faire attention comme ça. Ouais, c'est pas suffisamment coupé. Tu le dis, hein. N'hésite pas, hein. Oh, je pas. Alors, regarde, tu vois. Hop. C'est rigolo. Impeccable. Carotte, pareil, tu vois, je vais m'amuser à faire ça. Puis on va la rendre gaie, cette... Hein. Voilà. Pareil, nous avec les céréales de la ferme. Ouais. Ah, vraiment, on fait au plus simple. Alors là, je vais mettre un peu de sarriette. Ici, j'en mets pas, je vais faire autrement. Et puis les petites pommes de terre. Ça, les pommes de terre, elles sont cuites un petit peu avant. On va les snacker aussi comme ça. Regarde. On peut être désordonné, hein, c'est sympa. Hein, tout, c'est de savoir ce qu'on y a mis et à quel moment on l'a mis pour les retourner. Regarde comme tu vois là. Je te laisse les retourner. Par rapport à notre rangement, regarde là, je pense qu'on peut les retourner. Ouais, tu veux tu vois ouais, voilà. Je m'en occupe. Regarde pour la petite palette. Exactement. Hyper moelleux. Ah, c'est cuit de chez cuit. Hein. Le but, c'est ça. C'est génial. Hein. Montage final. On sait qu'on va ramener ça peut-être comme ça. Voilà. Donc on pourrait peut-être mettre ici le ballon et voir les légumes arriver là. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Allez, c'est parti. Je mets la viande. Il n'y a plus qu'un. Hein? Il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster. Produit d'excellence. À la ferme du Auchan. C'est que du bonheur. Hein. Ultra local. C'est que du bonheur.